Docteur Synapse. L'interprétation d'une gazométrie va être organisée en 3 vidéos. D'abord, une première partie durant laquelle nous aborderons les bases nécessaires à la compréhension des gaz du sang. Lors de la seconde partie, nous établirons une approche systématique à l'analyse de la gazométrie. La dernière partie sera consacrée à l'évaluation de vos acquis. D'abord, nous aborderons les échanges gazeux pulmonaires qui sont déterminés par le dioxygène et la pression partielle en dioxygène. La première question qu'on pourrait se poser est par quoi est déterminée la quantité de dioxygène dans le sang? Celle-ci est déterminée par 2 facteurs, par la concentration en hémoglobine et par la saturation de l'hémoglobine en oxygène, c'est-à-dire le pourcentage des sites de liaison présents sur l'hémoglobine en O2. Ici j'indique 100%, 75% et 50%. On pourrait se demander comment sont réalisés les déplacements gazeux pulmonaires. Pour l'oxygène, la pression alvéolaire est supérieure à la pression artérielle. Le déplacement se fait de la plus haute pression vers la plus basse pression. Cette force permettra de saturer l'hémoglobine en oxygène. Pour le dioxyde de carbone, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la pression artérielle sera supérieure à la pression alvéolaire permettant l'élimination de CO2. Il existe ainsi une relation entre la PaO2 et la saturation de l'hémoglobine en oxygène, appelée aussi courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. Il faut noter que la courbe que je vais tracer n'est pas linéaire. 2 parties importantes de la courbe. La partie rouge qui est raide, effet important de la variation de la PaO2, nécessité d'oxygène. La partie verte qui est plus plate, on a un effet très faible de la variation de la PaO2, l'oxygène n'est pas nécessaire. Il faut aussi noter que le pH, la PaCO2 et la température peuvent modifier la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. Quels sont maintenant les déterminants de la PaO2? La ventilation alvéolaire. Celle-ci est régulée par une aire située dans le tronc cérébral, appelée sonde respiratoire. Elle présente des récepteurs au PaCO2 qui communiquent avec les muscles respiratoires et ajuste la fréquence respiratoire ainsi que la profondeur de la respiration, permettant d'augmenter la ventilation et ainsi l'élimination du CO2. Il est extrêmement important de noter que chez les patients hypercapniques chroniques, les récepteurs peuvent être à la longue désensibilisés. L'organisme va se reporter aux récepteurs sensibles à la PaO2, passant à une commande hypoxique. Si correction excessive de l'hypoxie, possible dépression ventilatoire. Le deuxième déterminant de la PaO2 étant le rapport ventilation-perfusion. Normalement, pour l'oxygène, celui-ci va permettre une saturation en hémoglobine en oxygène de 100%. Pour le CO2, il devrait être éliminé par le corps. Un exemple d'altération du rapport ventilation-perfusion est le shunt. En présence d'un shunt, l'oxygène va diminuer, on aura une saturation qui sera diminuée, alors que pour la PaCO2, celle-ci restera constante. Pourquoi? Car en présence d'une ventilation conservée, l'hyperventilation va permettre l'élimination du CO2. Le dernier déterminant de la PaO2 étant la fraction inspirée en oxygène. À l'air ambiant est de 21% et dont le rapport PaO2 FiO2 est normalement supérieur à 300. Pour convertir les litres en pourcentage, les 3 premiers litres correspondent à 4%, les derniers à 3% par litre. Pourquoi l'équilibre acido-basique est-il important pour que les réactions métaboliques cellulaires se produisent? Quelle est donc la source des ions H+, le catabolisme des lipides et des glucides qui génèrent du CO2, ainsi que le métabolisme des protéines qui génèrent des acides métaboliques? L'équation que je suis en train d'écrire est extrêmement importante. Elle montre que le CO2, quand il est dissous, produit un acide et que plus on ajoute du CO2, plus le H2CO3 est produit et libère des H+. Le pH dépend ainsi du rapport ACO3-CO2. Parlons maintenant de nomenclature. Il faut différencier les processus et le pH.
quels sont les processus qu'il faut connaître? L'acidose et l'alcalose, qui peuvent être respiratoires ou métaboliques. Ces processus se définissent par la quantité de PaCO2 et de HCO3-. Concernant le pH, s'il est diminué, on parle d'acidémie. S'il est augmenté, on parle d'alcalémie. Notez qu'une diminution du pH d'une unité correspond à 10 unités de H+. Cette dernière équation montre que plus le HCO3- augmente, plus le pH augmente, plus le PaCO2 augmente, plus le pH diminue. Nous allons maintenant aborder les mécanismes de compensation. Respiratoire dans la mise en place se calcule en minutes ou en heures, ou métabolique en jours. Exemple, acidose métabolique. Je vais maintenant tracer une balance. En haut à droite, je vais indiquer le pH avec alcalémie, acidémie, et en bas les processus. Face à une acidose métabolique, on aura une alcalose respiratoire qui va essayer de compenser. Ici, on a une compensation partielle. Si on augmente la ventilation alvéolaire, nous pouvons avoir une équilibration du pH. Plusieurs règles d'or à retenir. Il n'existe pas de surcompensation. Le point médian du pH étant de 7,4. Si ça penche plus vers le pH acide, le processus primaire est une acidose. Si ça penche plus vers un pH basique, le processus primaire est une alcalose. La dernière règle la plus importante, le patient est plus important que la valeur du GDS. Si par exemple le patient est un diabétique de type 1 connu avec cétonurie, il faut directement penser une acidose métabolique. Le dernier point qu'on va détailler lors de cette vidéo étant les troubles, qui peuvent être respiratoires, métaboliques ou mixtes. D'abord respiratoires. Pour cette partie, je vais essayer de voir si vous avez été concentré. Je vais vous exposer différentes insuffisances respiratoires et vous allez essayer de deviner quel est le trouble acido-basique. Voici les différentes variations de la PaO2, PaCO2 et le HCO3- pour l'insuffisance respiratoire de type 1. Quel est le trouble? Ici, on est face à une possible alcalose respiratoire si le PaCO2 est diminué. Pour l'insuffisance respiratoire de type 2, aiguë. Quel est le trouble? C'est une acidose respiratoire car le PaCO2 est augmenté. Passons maintenant à l'insuffisance respiratoire de type 2, mais cette fois-ci chronique. Le PaCO2 est aussi augmenté, on est face à une acidose respiratoire. Passons maintenant à l'hyperventilation aiguë. Le PaCO2 est diminué, on est face à une alcalose respiratoire. La même chose pour l'hyperventilation chronique. Concernant les troubles métaboliques, nous allons imaginer un patient qui vomit. Il va perdre des ions, des H+, Na+, potassium et chlore. Imaginons quelqu'un qui prend des diurétiques, il perd ainsi du chlore, du potassium et du sodium. Retenir que les ions sont non suspects. Que va-t-il se passer au niveau des reins? On aura une rétention de sodium et de potassium aux dépens des H+. Pour le chlore, on aura une rétention de HCO3-. Ainsi, comme résultat, nous aurons une perte de H+, et une augmentation de HCO3- résultant en une alcalose métabolique. Pour finir, l'acidose métabolique va se définir par une diminution de HCO3-, qui peut être due soit à une perte, soit à une augmentation de la production d'acide endogène, diminution de l'acide endogène ou acide exogène. Pour différencier les deux, il va falloir calculer le trou anionique. Lors d'une perte de HCO3-, le rein va compenser en augmentant le chlore. Ainsi, le trou anionique sera normal. Concernant la deuxième situation, le H+ de l'acide va se lier au HCO3- et on aura un anion non dosé qui augmentera le trou anionique. Différents exemples de perte de HCO3-, acidose tubulaire rénale, diarrhée, inhibiteur de l'anhydrase carbonique au niveau rénal et insuffisance surrénalienne. Trou anionique élevé, nous pouvons avoir une acidose lactique, acidocétose due au diabète, au jeûne ou à l'alcoolisme, insuffisance rénale, des intoxications telles que l'aspirine, méthanol, éthylène glycol ou une rhabdomyolyse massive.
Pour clôturer ce chapitre, nous aborderons deux sujets, l'acidose lactique et l'acidocétose diabétique. Ici, je trace le poumon, le cœur et les tissus. Une bonne ventilation, oxygénation et une bonne concentration en hémoglobine permettent l'oxygénation des tissus. Si un des trois processus est défaillant, nous serons face à une hypoxie qui augmentera l'acide lactique. Deuxième situation où on peut avoir une augmentation de l'acide lactique étant une hypoperfusion globale due à un choc cardiogénique ou distributif par exemple. Autre exemple, hypoperfusion focale due à un infarctus, garrot, traumatisme ou volvulus. Aussi, lors de l'augmentation de la demande tissulaire en oxygène comme un exercice maximal, épilepsie, sepsis, brûlure, on peut avoir une augmentation de l'acide lactique. Dernier exemple, dysfonctionnement métabolique tissulaire tel que un empoisonnement. Pour finir, maintenant nous allons parler de l'acidocétose diabétique, qui se définit par trois critères. La présence d'une acidose métabolique à 3 anionique élevée, une hyperglycémie, ainsi que la présence de corps cétoniques au niveau du sang ou au niveau de l'urine. Le tableau le plus courant étant une acidose, une déshydratation et ainsi qu'une altération de la conscience. Aussi, il est important de savoir qu'au cours du traitement, le 3 anionique peut se normaliser. Pourquoi? Car les corps cétoniques peuvent être excrétés sous forme de sel de sodium ou de potassium. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie concernant l'approche systématique de la gazométrie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.